Et bonjour tout le monde, bonjour Gwenola. On va faire le test. Bonjour. Ah super, ça marche. Dites-moi dans le chat si vous entendez Gwenola et si vous m'entendez bien, si le son est bien. Moi je vais juste baisser mon casque parce qu'en fait je m'entends et ma voix est insupportable. Alors, bonjour tout le monde, bonjour, c'est tout bon. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Et je suis très content ce soir de recevoir Gwenola Ricordo pour son dernier livre. Alors, merci Sadek pour l'abonnement. Je ne sais pas si tu connais ce principe de l'abonnement. Si. D'accord, donc je dirai merci aux gens pendant le live. Donc, pour parler du livre, 13-12 raisons d'abolir la police. Tu le dis comment toi, Gwenola? Tu dis 13-12 raisons? Je dis 1312, D'accord, histoire de berner un petit peu d'accord. les gens. Alors, première critique, le titre est trompeur parce qu'il n'y a pas 1312 raisons en fait. J'attendais une liste et elle n'y est pas, donc première déception. Mais on va quand même parler de cet excellent livre que j'ai beaucoup aimé. Et avant ça, on va te présenter. Donc, tu es Gwenola Ricordo, tu es professeur en criminologie, c'est ça? Aux Exactement. États-Unis, à California State University, c'est ça? Voilà. Université d'État de Californie. D'accord. Tu y es depuis 5 ans, c'est ça? Exactement. Et tu es Et aussi. Ouais. pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Et j'allais dire, comme on le voit à mon accent, je suis française Tu es d'origine. française. Et donc, à côté de ce travail académique, tu as aussi, on va dire, beaucoup de travaux militants. Mais peut-être qu'on va parler de ça, de ton rapport entre la recherche et le militantisme. Euh, on pourrait t'inscrire dans le courant du féminisme anticarcéral, c'est ça? Et est-ce que tu te revendiques marxiste, féministe marxiste ou pas? Alors, bon, là, il y a plusieurs questions en une. Féministe anticarcérale, c'est vrai qu'il faudrait décortiquer, en fait, Ouais, voir ce qu'on entend derrière cela. Dans un premier temps, je peux dire que ça me va comme étiquette parce que on peut se dire que féministe anticarcérale, bah, c'est par opposition à ce que une sociologue américaine, Elizabeth Bernstein, a appelé le féminisme carcéral, ouais, et donc les courants féministes qui appellent à toujours plus d'enfermement, toujours plus de punition. Voilà, mais c'est vrai que moi je me reconnais plus dans une étiquette qui est plus large, qui est celle de ce qu'on appelle l'abolitionnisme pénal, donc l'idée d'abolir les institutions pénales. Moi, je pense qu'on aura l'occasion de ouais, revenir là-dessus, mais ça veut dire la prison, la police. Euh, Après, d'un point de vue peut-être plus général, plus politique, je suis définitivement anticapitaliste, anti-impérialiste, je suis féministe. Politiquement, je viens plus de ce qu'on peut appeler l'autonomie, c'est-à-dire des courants anarchistes, communistes, slash, ouais. voilà, qui revendiquent l'autonomie, l'auto-organisation dans une perspective révolutionnaire. Après, voilà, ces étiquettes-là sont parfois compliquées ou contraignantes. Mais en tout cas, s'il s'agit de me définir politiquement, dire que je suis anticapitaliste, anti-impérialiste, abolitionniste, tout cela Hmm. me va et féministe aussi. Et antiraciste, ça fait aussi partie des. Merci. Alors attendez, je vais enlever le son des abonnements. Merci au reste pour l'abonnement. Parce que ça fait aussi la question du racisme fait aussi partie de toutes les questions autour de l'abolition de la police. Avant qu'on aille vraiment sur le livre, j'avais aussi une question, et c'est aussi la question de Mariam, c'est la criminologie. Qu'est-ce que c'est la criminologie? Moi, Mm. alors, juste pour une petite parenthèse, moi j'ai toujours cru que c'était un truc un peu de droite, de comment les criminels deviennent des criminels, mais pour les arrêter, tu vois. Grosso modo, j'avais cette image-là, avec toutes les séries policières. Alors, c'est pas totalement faux selon l'espace géographique dans lequel on est. Et on pourrait dire qu'en France, la criminologie est essentiellement une discipline réactionnaire, hein. Le plus célèbre des criminologues en France étant Alain Bauer. Donc voilà, ça nous place dans un champ définitivement réactionnaire. Hmm. Ce qu'il faut voir, c'est que en fait, les savoirs sur le crime, le phénomène criminel, la réaction à la criminalité, tout ça, c'est un champ qui a une longue histoire avec voilà, des disciplines aussi diverses et que selon les pays, la criminologie
a pu prendre son indépendance, a pu prendre son autonomie de ce qu'on va plutôt appeler des savoirs policiers. Et que du coup, notamment dans les pays anglo-saxons, mais aussi en Belgique, dans l'Europe du Nord, la criminologie peut être une criminologie tout à fait progressiste, voire D'accord. radicale. Et en fait, quand on regarde voilà, le champ de la criminologie, des réflexions criminologiques, alors il y a une criminologie féministe, il y a une criminologie radicale, il y a même une criminologie anarchiste. Et donc, il faut plus entendre criminologie, en tout cas hors de l'espace français, comme en fait des savoirs sur un phénomène social qui est Mhm, le phénomène du crime, de la criminalité. mhm, mhm. Et Ouais, donc, dire qu'il y a des savoirs ne veut pas forcément dire enfin, voilà, la manière dont on répond à ce phénomène mhm, social. mhm. Ouais, c'est d'ailleurs ce que les gens ignorent, c'est que il y a vraiment plein de travaux en sociologie sur ça. C'est-à-dire que là, on a fait un travail sur une vidéo sur la justice et la prison. On a montré comment la justice et la prison étaient intrinsèquement racistes, vu que c'est notre angle d'analyse. Mais c'est vrai que, en fait, il y a toute une question, et c'est peut-être la prochaine vidéo qu'on fera, sur la construction de la criminalité. Qu'est-ce que la criminalité? Comment on décide de ce qui est criminel ou pas? Donc c'est vrai il y a tout un champ à faire sur ça, de travail. Et moi je me demandais, t'en es venu comment à ça? T'as fait de la socio avant? Alors, en France, les savoirs, et notamment les savoirs critiques sur le crime, sur la police, etc., c'est constitué essentiellement, en fait, dans la discipline sociologique, la Ouais. science politique. Donc, c'est pour ça que c'est un peu une question formelle, en fait, parce que ce qu'on appelle criminologie aux États-Unis, en Belgique ou au Canada, bah, en France, ça va plutôt se faire dans des départements de sociologie, de sciences politiques, etc. Bon, mais ça, mis à part, moi, j'ai d'abord fait des études de sociologie et j'ai passé une thèse en sociologie, donc formellement, je suis sociologue. J'ai été ensuite enseignante à l'Université de Lille en sociologie, mais c'est vrai que j'enseignais essentiellement autour de la question de la sociologie, donc de ce qu'on appelle la sociologie de la déviance. Le terme déviance en sociologie étant pas un terme de jugement, c'est simplement Oui. pour dire qu'il y a des comportements qui ne se conforment pas aux normes sociales, et donc on étudie à la fois ces comportements et la réaction sociale que cela entraîne. Donc voilà, en France, je faisais plutôt ça. Et puis ensuite, bah là, avec le poste que j'ai pris aux États-Unis, j'ai rejoint un département de sciences politiques et de justice criminelle. C'est pas exactement la criminologie, on s'intéresse plutôt au système pénal. Alors, D'accord. voilà, il y a des petites nuances et souvent les départements de sciences criminelles sont plus progressistes que ceux de criminologie, mais voilà, tout ça est quand même assez subtil. Mhm. Mais c'est vrai que je suis sociologue à la base et mon premier un travail important de sociologie en tant que chercheuse, c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse de sociologie qui portait sur la question des proches de personnes détenues. Et D'accord. donc, voilà une question qui est voilà, typiquement une question de sociologie de la déviance, mais aussi de criminologie, de comment en fait le système pénal affecte pas seulement des personnes qui sont condamnées, mais aussi leurs proches, certaines communautés spécifiquement. D'accord. Merci Milenzi. Et d'ailleurs, je voudrais dire le chat, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à le faire. Et j'essaierai de le faire remonter durant la discussion. Moi, je me demandais dernière question avant qu'on parle vraiment du livre, c'est quoi tes références principales autour des questions sur la police? Qu'est-ce qui t'a amené vraiment à t'intéresser à ça? Bon, alors, faut dire que j'ai quand même un long engagement, c'est-à-dire que ça fait maintenant plus de 20 ans que je me réclame donc de l'abolitionnisme pénal et que donc je suis en faveur de l'abolition du système pénal. C'est vrai que, alors, c'est un engagement que j'ai depuis longtemps, qui est lié aussi à mon expérience d'avoir eu des proches incarcérés. Et je peux dire que ça a été le fil conducteur à la fois de mes recherches et de mes engagements politiques. Ce, Cette question-là, elle m'a fait donc écrire sur les conséquences hein, pour les proches de l'incarcération de leurs proches. Mais ça m'a aussi donc amené à écrire sur la question du féminisme et faire une critique de certains courants du féminisme
par rapport à leur rapport au système pénal. Et puis, il y a eu le contexte de 2020 et des fortes mobilisations aux Ouais. États-Unis. Donc, Black Lives Matter, dans le sillage du meurtre de George Floyd, et une montée en puissance aux États-Unis, euh, et bon, on peut dire plus généralement en Amérique du Nord, de l'idée d'abolir la police. Et pour moi, c'était assez intéressant comme moment parce que c'est vrai que dans les mobilisations abolitionnistes, la question de la police a toujours été une question reléguée. Et donc, ce bouleversement qu'il y a eu pour les abolitionnistes avec 2020, euh, voilà, étant donné que j'habite aux États-Unis, que j'ai cette connaissance des réflexions, des débats Hmm. abolitionnistes, je me suis dit qu'il y avait un intérêt à permettre de rendre plus lisible, plus compréhensible les débats qu'il y a pu avoir autour de cette question de l'abolition de la police. Et Hmm. donc, c'est vrai que je le vois plutôt à partir des débats et des mobilisations états-uniennes et à partir de ce que je peux dire être mon expertise ou en tout cas mon champ d'analyse privilégié, qui est la critique des institutions pénales. Donc, Ouais. la critique de ce système, donc le système pénal, qui est euh, la définition de faits, de comportements comme étant des crimes ou des délits et leur punition et donc leur sanction, la sanction la plus connue étant Hmm. la peine d'incarcération. Hmm. Donc voilà, moi je viens de ce champ de réflexion et du coup, je trouvais, enfin voilà, encore une fois, intéressant de permettre une plus large compréhension de qu'est-ce qui se passe quand on porte plus spécifiquement cette critique sur l'institution Ouais. policière. Ouais. Bah, justement, ouais, on va parler de tout ça. Et avant ça, il y avait une question que je voulais te poser. C'était pourquoi, pour toi, c'était important le mot d'ordre abolition de la prison. Je sais que tu m'en avais déjà parlé et c'est quelque chose que... D'ailleurs, dans le livre, il y a beaucoup de critiques sur le réformisme. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on va en parler. Mais pourquoi pour toi, c'est important vraiment d'insister sur tes idées d'abolition de la prison alors que certains sont un peu froids pour en parler. Bah, parce que ça permet de tracer une ligne. Ça permet de tracer une ligne entre euh, le projet abolitionniste et donc de fait pour moi, dans ma perspective, un projet révolutionnaire et en fait toutes les compromissions possibles avec l'idée que on pourrait améliorer la police comme la prison. Et en fait, cette rupture-là est née en fait de la distinction que l'on peut faire entre les projets qui nous disent oh, la prison, le système pénal, la police sont améliorables, on peut les réformer. Et puis, ceux et celles qui disent, non, ce système-là marche parfaitement, ce pourquoi il a été créé. Ouais. Arrêtons avec ce discours d'une institution qui aurait de simples dysfonctionnements. Euh, Mettons plutôt en lumière quelle est sa fonction et ce en quoi elle est un obstacle à notre projet révolutionnaire. Et donc, le mot d'ordre abolitionniste permet déjà Mhm. de tracer cette ligne oui, à la fois tracer cette ligne et aussi euh, proposer de rompre avec le cycle médiatico euh, politique que l'on connaît très bien, qui est un cycle de scandale. Scandale, Ouais. alors lié à un meurtre policier, à un meurtre pénitentiaire. Voilà, il y a un meurtre, il y a quelque chose qui est considéré comme excessif, mais qui est considéré comme excessif, alors qu'il y a l'ordinaire, la banalité en fait de la nuisance que Mhm. constitue l'existence de la police, l'existence du système pénal. Ouais. Donc on a ce moment médiatique du scandale, l'idée qu'il y aurait eu un excès quelque part, des propositions de réforme hein, lorsqu'il y a des mobilisations qui sont suffisamment fortes, hein, et puis un retour à la normale. Et ce cycle-là est un cycle non auquel malheureusement beaucoup s'habituent, en espérant que un jour on trouve la recette miracle de la bonne réforme qui viendrait rompre ce Mhm. cycle. Certains abolitionnistes comparent, à mon avis, avec une certaine justesse, ce cycle au cycle des violences conjugales, avec cette idée qu'il y a une forme d'addiction, hein, qu'on n'en finit pas, et que voilà, les moments où on nous promet des réformes, c'est des moments en fait où
l'institution pénale essaie de nous séduire et puis ça réenclenche Ouais. voilà l'ordinaire en fait, la banalité de la nuisance. Et donc pour moi, il s'agit de de rompre aussi avec ce cycle-là. Ouais, il y a un truc sur lequel vous insistez beaucoup. Alors, merci beaucoup, Duckman, pour les 5 abonnements offerts. Il y aura aussi une question sur la psychologie là, que je vais poser après. Mais c'est vrai que vous insistez dans le livre sur l'idée que c'est un discours qu'on entend beaucoup en mode ah, la police marche pas bien, il y a des problèmes dans la police. Et vous vous dites non, en fait, ça, c'est que la police fonctionne. Elle marche comme ça. Je veux dire, les crimes policiers et même tout ce qu'on appelle les bavures, ça fait partie du fonctionnement normal de la police. Mm. C'est vrai que c'est une rupture importante à mon sens, qui dit beaucoup de choses en fait. Enfin, comment dire ça? C'est-à-dire que ce qui peut être assez désolant, c'est de voir dans une certaine extrême gauche ce discours en fait des dysfonctionnements être Mm, repris. Ce qui dit quand même un manque d'analyse et un manque de sérieux en fait de l'analyse sur ce à quoi sert la police, la prison, le système pénal. Et donc, c'est vrai que ce discours, en fait, des dysfonctionnements, c'est un discours qui sert essentiellement l'institution parce que ça sert finalement à la légitimer. Hein, la police est finalement la première à vouloir bien admettre qu'elle a des dysfonctionnements. C'est bien plus efficace pour elle d'admettre des dysfonctionnements plutôt que d'admettre que son existence même fait préjudice à la qualité de vie en mm, société, qu'elle est une nuisance par elle-même. Et en fait, ça rejoint toute la question de la distinction entre quelques brebis galeuses, de dire il y a des policiers qui font problème, plutôt que de dire c'est l'institution qui fait problème. ouais, Hein, et mm, donc, voilà, d'une façon générale, les abolitionnistes disent, et c'est pour ça que c'est aussi le titre, c'est que le problème, c'est pas quelques policiers, c'est pas des dysfonctionnements, c'est l'existence même mm. de l'institution. Mm. D'ailleurs, depuis le début, alors je voudrais préciser, je dis vous. C'est pas que je Oui, te. Alors, en fait, je te vous vois pas, non, je te tutoie. Mais je dis vous parce qu'en fait, c'est un ouvrage collectif. Tu es la directrice de cet ouvrage et tu introduis chaque chapitre. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé un peu passionnant, et c'est vrai que j'avais pas réfléchi au début, c'est que ça recouvre plein de sujets, en fait. Parce que les gens, quand ils vont entendre abolition de la police, pensent qu'on va parler que de l'institution policière. Mais en fait, là, tu utilisais le terme système pénal. Et c'est vrai que c'est peut-être plus large comme ça parce que on va parler de l'enfermement, on va parler du contrôle, on va parler de la surveillance, on va parler de la discipline, on va parler des frontières. Et donc, ouais, c'est un sujet plus large que la police, c'est ça? alors, tout à fait, même si c'est vrai que dans cet ouvrage, on se focalise sur la police, mais en même temps, c'est pas possible d'extraire la police du système Ouais. dans qu'elle sert. D'ailleurs, Bon, excuse-moi, je te fais juste ouais, une ouais, précision vas-y. parce qu'il y a Acastasia qui demande justement, ça va alimenter ta réponse, qui dit est-ce que Gwenola fait un lien entre l'institution policière et l'institution psychiatrique? Oui, alors, ça fait partie des chapitres plus Ouais. spécifiques enfin voilà, c'était pas possible enfin voilà, et c'était pas non plus le projet Hmm, de fournir une analyse sur la fonction de la police aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres gens qui le font. Mais par contre, ce qui était important pour moi, et c'est l'objet de la toute première partie du livre, c'est d'avoir des personnes, alors des collectifs, des militants, des militantes, ouais. qui, d'un point de vue situé et généralement situés aussi dans leur lutte, font une analyse de la police et de la raison pour laquelle le réformisme est contradictoire avec les ambitions même de leur lutte. Et donc, c'est vrai qu'il y a un texte d'une personne qui s'appelle Mad Resistance et qui fait cette analyse-là. Hein. C'est une critique du validisme, de Hmm, l'enfermement des personnes dites malades psychiatriquement. Donc, voilà, une critique qui lie l'institution carcérale et les institutions psychiatriques. Mais il y a aussi dans cette section-là des militantes du CAT, un syndicat de travailleurs, travailleuses du sexe ouais. du Canada, qui montre bien aussi que on ne peut pas distinguer les luttes pour les travailleuses du sexe d'une
d'une analyse radicale en fait de ce que fait la police. Alors en termes de contrôle, surveillance des sexualités, je pense aussi au texte du collectif de personnes autochtones qui s'appelle Hmm. Freelance Free Peoples, qui là aussi montre bien que dans la perspective décoloniale qui est la leur, je vais redire une évidence en particulier ici, mais voilà, hein, qu'on soit aux États-Unis ou au Canada, on est dans des colonies de peuplement, et donc la perspective décoloniale, elle est aussi très importante pour les abolitionnistes, puisque si on réfléchit concrètement à la colonisation, il y a toute une centralité à la fois de l'institution carcérale, de l'institution prison, qui a été quand même apportée par les colons, et puis de la police. Et donc, porter un projet décolonial en Amérique du Nord, c'est forcément se confronter non seulement à la police et à la prison, mais c'est aussi dénoncer en fait le rôle de la police dans le projet Mhm. colonial et dans la mise en place de la colonisation. Donc, voilà, c'est une expression que je dis souvent, mais c'est vrai que quand on commence à tirer le fil des institutions pénales, et en tout cas, moi, ça a été mon parcours militant, on tire dessus, puis on se rend compte que, en fait, si on a une approche radicale de la prison ou de la police, on ne peut pas penser son abolition sans penser aussi la question du capitalisme, sans penser la Hmm. question coloniale, sans penser la question du patriarcat, etc., etc. Alors, merci beaucoup, Pédis, pour l'abonnement. Merci aussi beaucoup. Alors, j'en ai raté un. Bon, c'est pas grave. Ah, si, c'était Poil Poil 1000. Merci beaucoup pour l'abonnement. Et oui, c'est vrai qu'il y a, alors, il y a un sujet sur. Alors, ça s'appelait Folie, handicap et abolition. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit pas beaucoup sur ce rapport. Alors, je vais utiliser le mot folie. Je ne sais pas s'il y a un consensus sur le terme à utiliser. Je sais pas, mais on va. Là, parce que je sais qu'ils sont critiques sur le terme maladie mentale. Oui, Je sais pas si tu en alors, sais plus. Euh, pour moi, c'est un terme qui est acceptable, qui est utilisé. Euh, euh, donc voilà, jusqu'à preuve du contraire, ça me semble acceptable. Alors après, là où je nuancerai un petit peu ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même une longue histoire des luttes abolitionnistes de la prison et des liens avec les luttes contre l'institutionnalisation. Bien sûr. Donc, l'institutionnalisation des personnes handicapées, des personnes souffrant de troubles psychiques. Je pense aux années 70. Hein, déjà dans les années 70, il y avait ça, hein, Ouais. enfin, dans le contexte français, la lutte anticarcérale, elle est née de la critique radicale des institutions, de Mm. toutes les institutions. Donc la critique de la prison comme la critique de l'asile, la critique de l'armée, la critique de Mm. l'école, etc. Donc on peut dire qu'il y a il y a eu un terreau commun, il y a eu un compagnonnage de ces luttes. Euh, à mon avis, dans l'espace français, en tout cas celui que je connais, je pense qu'il y a eu tout un moment où ces luttes-là finalement se sont éloignées les unes les autres. J'ai l'impression que c'est en train de De revenir, ouais. redevenir quelque chose qui se tisse ensemble. En tout cas, pour moi, il y a la nécessité de tisser ça ensemble. Et pour ce qui est des États-Unis, euh, pour moi, il y a là, par contre, l'évidence que aujourd'hui, dans les luttes abolitionnistes, les critiques du système pénal, la question du validisme, elle est Mm. extrêmement importante. Enfin, elle est importante comme jamais auparavant. Alors aussi parce que c'est de plus en plus largement reconnu que euh, certes la première variable, la première, le premier risque d'être victime de meurtre policier, c'est d'abord d'être une personne non blanche. Mais la Mhm. deuxième variable explicative, enfin, facteur de risque, c'est le fait d'être soit une personne handicapée, soit d'avoir un problème psychique. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont les communautés de malades ont de plus en plus Mhm. conscience. Et souvent, il y a souvent elles sont souvent les mêmes personnes. Oui, C'est-à-dire que les oui, personnes. oui. Ah ben, Et d'ailleurs, je voudrais aussi préciser, quand je disais on fait pas le lien, effectivement, les gens qui militent sur ces sujets le savent, mais pour les profanes comme nous, et comme moi, je me mets dedans parce que je suis pas mm, spécialisé sur ces sujets, c'est vrai qu'on fait pas rapidement le rapprochement. Et on a souvent cette idée que, bah,
par exemple, l'asile psychiatrique, c'est déjà mieux que la prison et tout. Et on voit pas vraiment le rapprochement. Et même, on voit ça comme je préfère aller en asile psychiatrique qu'en prison. Donc, il y a tout un Et discours. ça, en plus, ça se discute. Il y a quand même beaucoup de gens pour dire Ouais, l'inverse. Ils ouais. préfèrent aller. En Bon, prison que. après, on a rarement le choix Oui. de cette manière-là. Mais bon. Et après, il faut se dire aussi que enfin voilà, c'est pas des vases communicants. C'est-à-dire que, enfin, je dis ça dans une perspective de lutte. À mon sens, important de dire qu'on se bat contre toutes les formes d'enfermement. Ouais. Voilà. Mais, et d'ailleurs, sur la maladie mentale, c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on a un peu un angle mort sur ça. Et c'est d'autant plus problématique quand on sait que dans les quartiers, c'est quelque chose d'assez répandu, je dirais, entre guillemets. Alors, je sais pas quelles seraient les raisons, parce que les deux marchent, c'est-à-dire que quand tu as des. Alors, j'utilise encore le terme maladie mentale avec les guillemets, les gens, hein, venez pas me. Mais quand tu as des maladies mentales, tu vas plus être facilement précaire, et quand tu es précaire, tu as plus de chances de développer des maladies mentales. Je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est vrai que dans nos quartiers, c'est quelque chose qui est très répandu. Et on voit aussi les liens avec les autres problématiques, c'est-à-dire par exemple les travailleuses du sexe, ou nous, il y a un sujet qu'on a beaucoup traité, c'est aussi la question de la drogue. Et c'est vrai qu'il y a des liens, c'est-à-dire que il y a tout un discours institutionnel sur plus vous allez vous droguer, plus vous allez devenir fou, les fous se droguent, et on voit comment les trucs se tissent. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand j'y pense, tu as raison, c'est que avant il y avait beaucoup ce lien-là, c'est-à-dire que nous on est très amis avec les gens de Assud, je sais pas si tu connais Assud, Oui, oui, oui. et qui sont très proches aussi des mouvements de travailleuses du sexe. Je sais qu'ils étaient aussi proches de Act Up et tout. Et donc c'est vrai que tous ces liens-là, bah, j'ai l'impression que c'est un peu perdu actuellement. Mais je ne sais pas si c'est le cas aux États-Unis. Alors, moi, j'aurais du mal à dire un avant, un après, ou un avant, maintenant. Euh, j'ai du mal aussi à comparer entre la France et les États-Unis parce que Ouais. aussi, il faut se dire que le traitement de l'usage de stupéfiants aux États-Unis, il est contrasté et il est dans certaines régions des Hmm. États-Unis euh, enfin, très, très, très sévère. Par exemple, aux États-Unis, ça reste très, très marginal la possibilité d'accéder à des pratiques de réduction de risque même Ouais. dans un État qui est relativement ouvert comme la Californie, par exemple. Moi, j'habite en Californie du Nord, donc c'est voilà, c'est plutôt rural, c'est pas San Francisco, c'est pas Hollywood, D'accord. etc. Mais par exemple, ça a été impossible de mettre en place un système d'échange d'aiguilles, alors ce qui est quand même assez basique en termes Hmm. de réduction des risques. Il faut savoir que voilà, la plupart des approches de la consommation de produits stupéfiants aux États-Unis, c'est des approches de type sevrage, comme on Hmm. faisait il y a 10 ans ou 20 ans en France. Bref, ça, c'est très compliqué quand même à mesurer. Alors, enfin, en tout cas, là, comme ça, j'aurais du mal à dire quelque chose d'un peu précis. Ouais. Après, ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que oui, la criminalisation de l'usage de stupéfiants, c'est pas quelque chose de spécifique ni aux États-Unis ni à la France, et que, à mon sens, on a tout intérêt à s'unir sur ces Hmm. questions-là. Alors moi, je suis totalement pour la dépénalisation de tous les produits stupéfiants. Je suis aussi très concernée, mais en sens anglophone, c'est-à-dire je pense qu'il faut avoir une vigilance à la manière dont on la promeut. Et je pense que c'est important de penser la réparation qui est due aux personnes et aux communautés qui ont été criminalisées dans les politiques contre les stupéfiants. Donc, Ouais. penser comment on va favoriser très clairement dans les quartiers populaires, dans les communautés qui ont été criminalisées par ces politiques-là, des formes de compensation hein, et que finalement la légalisation, ça ne devienne pas un business Ouais. voilà, sur lequel vont capitaliser et aussi des savoirs, des cultures qui vont être expropriées par voilà, une classe supérieure, capitaliste, etc. Hmm. Mais du coup, j'ai l'impression que ça nous... qu'on est Ouais, c'est parti vrai. loin. Mais en tout cas, ça dit quand même que
à mon avis, on ne peut pas réfléchir l'abolition de la police ou du système pénal juste dans une bulle, hein, qu'il Ouais. faut voir les implications politiques Mm. et que c'est sûr que si on pense l'usage de produits stupéfiants, si on pense la santé mentale, tout ça, c'est des questions politiques. Hein, Mm. enfin, il ne faut pas laisser dépolitiser ces questions-là. Mm. C'est Mm. des questions qui sont éminemment Mm. politiques, et c'est des questions sociales. Mm. Et d'ailleurs, là, on le voit qu'en France, il y a aussi une radicalisation depuis Darmanin sur ces questions. Qui d'ailleurs, je ne sais pas si Mm. tu as suivi avec le cas de Pierre Palmade et l'accident qu'il a eu et qui propose maintenant il me semble, de retirer les 12 points de permis direct si on est contrôlé Mm. en ayant consommé des stupéfiants. Et c'est vrai aussi, je vous invite les gens à aller regarder les travaux d'Assu. D'ailleurs, leur dernier numéro où ils expliquent que cette guerre à la drogue, entre guillemets, c'est aussi un prétexte pour faire une guerre au quartier populaire. Alors, Ah ben oui. euh, il y avait quelqu'un dans le... Alors, déjà, une petite parenthèse, on est sur Twitch, donc t'inquiète pas, Gwenola, on peut divaguer, c'est autorisé. Et il y a quelqu'un qui demandait, la psychologie est-elle pertinente pour parler d'un fait social? Il voulait avoir ton avis. Est-ce que le regard de la psychologie sur le fait criminel ne renforce pas cette idée que la folie cause le crime? Qu'est-ce que tu en penses, toi, du regard Ouais. de l'analyse psychologique sur le fait criminel? C'est vrai que la psychologie n'a pas la même focale en termes de juste, ou pour avoir une autre image, c'est pas les mêmes lunettes qu'on met lorsqu'on regarde un crime ou le crime à travers les lunettes de la psychologie ou les lunettes de la sociologie, de la science politique ou de l'histoire. Enfin, voilà, c'est des disciplines qui ont des approches différentes du phénomène. Alors après, je ne crois pas que la psychologie ramène le phénomène du crime forcément à de la folie. Ça permet sans doute parfois de dire que les individus n'avaient pas la maîtrise de leur conscience, de leur acte. Mhm. Et c'est, à mon sens, quelque chose d'important. Il faut savoir que l'irresponsabilité pénale, donc le fait que les gens soient considérés comme non responsables en raison de leur santé mentale, c'est quelque chose qui est de moins en moins prononcé. Et ça dit quelque chose, hein, Ouais. ça dit que on est en train de revenir petit à petit sur l'idée que on ne jugeait pas les fous. Hein, mais Mhm. maintenant, on est dans une société où il faut forcément qu'il y ait un procès. Ouais. Hein, et c'est vécu comme quelque chose d'injuste pour les Il victimes faut qu'il y ait une s'il n'y a punition. pas eu de procès. Ouais. Vous avez peut-être des fois entendu que lorsque finalement il n'y a pas de procès, des fois il y a des propositions qui est quand même un procès, même si la personne est déclarée irresponsable. Enfin, voilà, Ouais. c'est quand même assez heurtant. Après, ce qui me semble aussi intéressant, c'est que, vous le savez sans doute, dans les tribunaux, on convoque souvent des experts psychologues Ouais. pour parler du crime, de la personnalité, etc. Et on convoque jamais des sociologues ou Ouais. des historiens, des historiennes. Pourtant, il y a une expertise aussi qui permettrait d'expliquer ce phénomène-là. Et donc, c'est vrai qu'on est dans une société qui psychologise le crime et qui, alors, donc moi, c'est moins la question de finalement ramener le crime à la folie, mais c'est plutôt de ramener ça toujours à des histoires individuelles. Et alors Ouais. ça, Ouais. évidemment, d'un point de vue de sociologue, du point de vue politique qui est le mien, qui est de regarder comment les structures sociales créent ce phénomène, hein, parce que le crime, c'est un phénomène social. Ouais. Durkheim le dit d'ailleurs bien, il dit c'est un phénomène social normal, ça fait Mhm. partie du fonctionnement Mhm. social. Et donc ça me pose problème. Ouais. D'ailleurs, moi, il y a aussi des parties que j'ai beaucoup aimées et qui m'ont amené à plein d'interrogations. C'est la question de la sécurité, ce concept de sécurité. Et il y a un argument très fort que tu fais et que je trouve, mais oui, en fait, c'est oui, c'est évident. C'est que, en fait, il y a tout un discours sur la police en mode, mais ils nous permettent d'être en sécurité, ils évitent les crimes et tout. Et tu montres que c'est faux, en fait. Je veux dire, la police n'évite pas le crime, en fait. C'est ça? Mm. Alors, c'est assez marrant parce que quand on dit la prison n'évite pas le crime, la plupart des gens sont choqués. Ils disent ah non, mais Oui. quand même, comment tu peux dire ça? C'est extrêmement radical. Voyons, si on enlevait la police, il y aurait plus de crimes. Mm.
Et en fait, si on leur dit, mais en fait, oublie cette phrase qui, voilà, heurte, voilà, tes sentiments premiers, et dis-moi, en fait, quelles sont les variables, qu'est-ce qui vraiment influence le crime ou la sécurité, employons voilà, des mots voilà, du langage courant. Et là, très souvent, les gens, ils vont dire, bah, ça dépend de la situation économique. Ils vont dire, bah voilà, dans les grandes villes, avec l'anonymat, le fait qu'on ne se connaisse pas, bah, sans doute que ça engendre plus de crimes. Voilà, ils vont parler des moments de guerre. Et en fait, de la répartition des richesses et tout ça. Et en fait, bah, ils ont raison. En fait, c'est ça qui détermine bien plus que l'activité Mm. policière. L'activité policière, et là, alors moi, c'est pas du tout mon champ de recherche, hein, je suis pas Ouais. une sociologue de la police, hein, mais le champ de recherche sur la police le dit en fait que, mais même la police, c'est que leur activité, elle a un effet très marginal sur le niveau, Mm. sur donc la commission des crimes. Euh, et puis, même, ce qui peut sembler encore plus choquant, et j'avoue que moi, en me plongeant dans les chiffres, ça m'a moi-même choqué, c'est sur la résolution des affaires. Parce Oui. il y a une première chose qui est d'empêcher le crime de se commettre, puis il y a aussi résoudre le crime. Et en fait, on est totalement mais bercé, si on y pense un peu, depuis en fait enfin, le roman policier, Ouais. euh, De la les, résolution. Ouais. le cinéma, etc. Tout ça est construit sur un même scénario qui est, il y a un mystère, il y a un crime, et puis il va être résolu grâce à des policiers, des détectives, voilà, Sherlock Holmes ou autres, etc. Et donc, enfin, c'est le sens commun que la police est là pour déchiffrer, résoudre ces mystères. Mm. Et en fait, les statistiques, enfin, voilà, les travaux sur ce que fait la police nous montrent que c'est très, très exceptionnel, en fait, qu'ils résolvent Mm. des crimes. Ouais. Et que le plus souvent, bah, les auteurs sont de notoriété publique, les auteurs se dénoncent eux-mêmes, euh, les auteurs vont être arrêtés bah, par chance. Ouais. Sur l'indication alors de balance, d'informateurs, etc. Donc qui finalement font un travail de police sans en avoir l'étiquette ou sans être rémunérés, etc. Mais en tout cas, c'est pas des policiers en bonne et due forme. Et puis, il y a tous les cas où c'est non résolu. Et donc, en fait, cette image qu'on a, par exemple, du meurtre résolu par la police, qui était un meurtre totalement mystérieux, etc. Mais en fait, c'est totalement marginal. Mm. Que, en fait, bah, enfin, voilà, encore une fois, il y a bien d'autres choses qui vont se passer plutôt que la résolution de ce meurtre. Donc, on veut dire, non seulement elle prévient mal, donc ce qu'on entend généralement aujourd'hui par délinquance, criminalité, en plus, elle le résout mal, et que s'il fallait vraiment, enfin, si on prend au sérieux la question bah, de la qualité de vie en société, etc., ben, il y a bien d'autres facteurs que le nombre de policiers et ce que font les policiers si on veut améliorer tout ça. Ouais. Alors, merci Will Bill Bunch. Je suis désolé, je ne sais pas dire ton pseudo pour les 10 abonnements. Et d'ailleurs, c'est vrai que. Alors, il y a des questions que je vais poser dans le chat, mais c'est vrai que. Alors, j'inviterai les gens à le lire. Je ne sais pas si tu voudras ajouter quelques mots sur ça. Mais aussi, ça amène, et tu amènes, et les auteurs dans le livre vous amenez à avoir des réflexions presque philosophiques sur le type de société, le rapport qu'on va avoir aux autres. Et par exemple, tu questionnes l'idée de est-ce qu'il faut vraiment qu'une affaire soit résolue. Tu vois, il y a Mm. cette question-là. Et aussi la question de la sécurité. Ce rapport à la sécurité et qui est vraiment interrogé. Ça, veut dire, ça serait interrogé le rapport aux autres, le rapport à la société. Mm. Alors, c'est vrai que la question de est-ce qu'il y a toujours un bénéfice Voilà. à résoudre un crime, je pense que je le pose à un moment donné, euh, ou peut-être même à deux moments, on va Oui. dire, à la fois sur la question de l'efficacité de la police et puis bon, ce qu'on pourrait penser à l'avenir. Hein, en gros, euh, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce que serait un monde sans police? Alors, c'est vrai que pour dire quand même les choses peut-être dans le bon ordre, évidemment que
du point de vue des victimes et d'un point de vue collectif, le besoin de vérité, c'est un besoin qui est tout à fait légitime, Ouais. qui a une valeur en soi. Mais après, il y a quand même la question de la vérité à quel prix? Et je pense que je pose la question de faut-il toujours résoudre les Les affaires, ouais. affaires lorsque j'évoque la question de certaines technologies. En fait, est-ce que la société dont on voudrait, est-ce qu'une société, euh, voilà, est-ce que l'émancipation collective a vraiment besoin des tests ADN? Et est-ce qu'on aurait besoin collectivement de mettre des ressources là-dessus, hein? En fait, quel serait, d'un point de vue qualitatif, l'apport en fait d'avoir collectivement recours à des tests ADN? Personnellement, enfin voilà, j'ai beaucoup Hmm. voilà, de réticence sur cette question-là. Enfin voilà, après, c'est des questions qui nous Qui se pose, sont, ouais. qui sont encore très éloignées Ouais. de notre réalité. Mais je pense que c'est un. Enfin, pour moi, je fais un pas de côté pour dire, bah, peut-être pas la vérité à tout prix, en fait, Ouais. hein. Peut-être pas la vérité au prix de développement de technologies qui sont extrêmement intrusives, qui vont avec des dispositifs de surveillance généralisés, etc. Hmm. Mais Donc, il y a ça. Et puis, oui, il y a le coût social, en fait, de la résolution de ces affaires. Et je pense qu'il y a à un moment donné aussi ce questionnement sur, en fait, quel est le délai raisonnable pour résoudre une affaire. Alors là, ça rejoint la question, en fait, de la durée de prescription des crimes. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, on est voilà, souvent dans l'imprescriptible. je pourrais Bon, pas t'aider. beaucoup de crimes sont imprescriptibles, c'est-à-dire que même 40 ans après, voilà, on peut condamner les individus, mais ça pose aussi la question en fait de quels sont les moyens que la société va dévouer à la résolution de cela. Et cette question-là, je la pose au regard aussi de la question fondamentale qui est, bah, en fait, que certes, les victimes ont besoin de vérité, mais le deuil ne passe pas que par la Oui. vérité, il passe parfois aussi sans la vérité. Hmm. Et que peut-être que il faut se poser la question plus, il faut peut-être plus se poser collectivement la question de comment on fait le deuil. Et là, je ne parle pas d'un simple processus personnel Hmm. voilà, de mieux, d'aller mieux, etc. Mais vraiment, genre, politiquement, comment on construit nos deuils, quelles ressources on se donne collectivement pour voilà, se réparer, guérir collectivement. Hmm. Il y a, il y a quelqu'un qui... Alors, ouais, je le ferai après. Il y a quelqu'un qui dit, oui, mais avec l'ADN, on a pu prouver l'innocence de Omar Haddad. Mais là, j'ai envie de dire, après, je te laisse répondre, que ça Mm. serait... L'ADN aurait permis une fois de résoudre une affaire où il y avait une injustice de ouf. Donc, déjà, Mm. là-bas, c'était de l'injustice de départ. Et donc, ça questionne ce rapport à la justice, comme tu dis, du règlement de l'affaire, où il a fallu absolument un coupable, et ça a été Omar Haddad. Non, mais alors, évidemment qu'aujourd'hui, dans l'état actuel, enfin voilà, là où on en est, je dis pas qu'il faut, en tout cas politiquement, ça me semblerait insensé de dire mettons fin au Ouais, test ADN, aussi tout de façon très pragmatique, parce que c'est bien les tests ADN qui aujourd'hui permettent d'exonérer des gens aux États-Unis dans les couloirs de oui, la en mort, plus, oui. des personnes qui ont fait des dizaines d'années Pour rien, de ouais. prison et qui se battent pour avoir l'accès au test ADN. Et en très, très Merci, grande Rahman. partie, ce sont des Noirs, des Latinos, des Amérindiens, etc. Donc, c'est vrai que d'un point de vue pragmatique, aujourd'hui, bah, d'une certaine façon, heureusement que pour un certain nombre de personnes, il va y avoir possibilité d'accéder à des tests ADN. Mais après, là, je posais vraiment la question de façon très, enfin voilà, pour envisager un futur, de se dire, mais en fait, euh, oui, jusqu'où aller, et en sachant que bah, aujourd'hui, le système de justice, c'est un système de justice qui est extrêmement inégalitaire. Enfin, voilà, on en est là aujourd'hui et on peut quand même, enfin, voilà, non seulement aspirer
à d'autres manières de rendre justice, mais aussi de remettre en cause des structures comme là le racisme, hein, qu'il s'agit d'Omar Haddad ou des milliers de personnes condamnées à tort dans les prisons américaines. Ça, c'est quand même essentiellement le produit d'un racisme structurel, d'une justice de classe, enfin voilà, les deux étant intimement liés. Mm. Alors, il y avait une question, je vais la poser après. Et c'est vrai qu'aussi sur la question de la sécurité, on pourrait se poser la même question. Je veux dire, la sécurité à quel prix? Parce que c'est devenu maintenant le discours ambiant. Il faut à tout prix la sécurité. Et déjà, il y a un peu un truc où je trouve malaisant, c'est cette idée de pouvoir, cette- ce fantasme de pouvoir tout contrôler. Et de croire qu'on peut éviter dans la vie qu'il y ait zéro risque. Et là, c'est vraiment une question philosophique du rapport au monde et de croire qu'on peut contrôler ce monde et n'avoir aucun risque, mais aussi la sécurité à quel prix? C'est-à-dire que moi, ce que je comprends pas, c'est que certains à gauche donnent du crédit aux politiques sécuritaires sous prétexte, par exemple, de lutter contre le terrorisme, sans se rendre compte qu'en fait, que ce que fait la bourgeoisie, bah, elle va l'utiliser pour renforcer sa propre sécurité. D'ailleurs, il y avait une question qui était intéressante, qui disait que tu disais que la police ne servait pas, était inutile pour résoudre des affaires et tout. Et donc la question, ça serait, à quoi sert la police? Ouais. Mais du coup, tu vois, par exemple, sur la question de la lutte contre le terrorisme, c'est vrai que c'est souvent voilà, un argument qui m'est envoyé par Ouais, des gens qui croient très, très malins. Et pour moi, en fait, la première manière de lutter contre enfin, ce qu'on appelle généralement le oui, terrorisme, ce serait d'arrêter les politiques impérialistes, en fait. ouais. Enfin, si la France arrêtait d'aller se mêler des affaires des autres de par le monde, déjà, je pense qu'on aurait bien avancé en fait Il y en aurait pas un termes de coup de... risque. Ouais, Enfin voilà, et du coup, oui, en fait, ce qui est présenté comme une nécessité aujourd'hui en termes de renseignement, enfin, et ça demande beaucoup de ressources en fait, ouais. de surveiller des réseaux, ça demande beaucoup de compétences, etc. C'est devenu d'une certaine façon nécessaire. Enfin, je le dis comme ça parce que je pense qu'il y a personne qui va dire bah oui, tant mieux qu'il y ait des attentats, etc. C'est rendu nécessaire d'abord par une politique voilà, qui est foncièrement injuste, qui est celle de l'impérialisme français. Donc, bon, déjà, il y a ça. Et puis, ensuite, il y a la question, en fait, de quelle sécurité on parle. Ouais. Euh, enfin, la sécurité de qui? Oui. Est-ce que, enfin, voilà. Est-ce que les gens dans les quartiers se sentent en sécurité avec la police? Exactement. Et puis, il faut aussi savoir que si on prend les catégories classiques de la sécurité, alors c'est les questions de vol, donc d'atteinte à la propriété, de violence interpersonnelle, etc. En fait, on n'a jamais été dans des sociétés aussi sûres. En tout cas, à l'échelle de l'histoire européenne, ce que l'on sait, c'est que voilà, il y a de moins en moins de meurtres, etc. Alors, les atteintes à la propriété, par contre, elles ont augmenté avec la société de consommation. Mais bon, après, c'est toujours la question bon, il y a une abolitionniste que j'aime bien qui s'appelle Rose Morris qui disait ça très bien. Elle faisait la distinction entre ce qu'on nomme généralement la délinquance et qui est surtout le fait des faits interindividuels. Et puis elle disait, mais en fait, tout ça détourne notre attention de la vraie, des vraies injustices que sont en fait les rapports de domination. Mhm. Bon, alors, c'est pas exactement les termes qu'elle employait, mais pour résumer, elle disait bah, finalement, le capitalisme, le racisme, le patriarcat, il fait beaucoup plus de victimes. Et souvent, d'ailleurs, les auteurs de ces violences interpersonnelles sont d'abord des victimes de ces rapports de domination. Donc, voilà, la sécurité, c'est toujours un terme à questionner et à dire, et à poser la question, en fait, de la sécurité de qui? Mhm. Voilà. Et donc la police servirait la sécurité de la bourgeoisie, en gros. Alors oui, on peut dire ça rapidement, mais c'est d'abord le bras armé de l'État, et donc son rôle, c'est de maintenir l'ordre, un ordre voilà, foncièrement cruel, inégalitaire, qui est celui du capitalisme, du racisme structurel, du patriarcat. Voilà, c'est ce à quoi la police sert.
et ce qu'elle fait parfaitement bien, puisque on le sait bien, hein, tout militant, militante, à un moment donné, si il ou elle est porteur d'un projet révolutionnaire, se confronte à l'institution policière. Donc la police est bien là pour garder l'ordre. Tu parles de policier. Est-ce que tu n'aimes pas le terme ouvrier de la sécurité? Tu connais ça? Oui, oui, oui. Ouais, pour moi, c'est une question qui est réglée assez facilement, hein, dans le sens où voilà, qu'ils prétendent se réapproprier ce terme-là, c'est une tentative malheureuse, hein. Je pense que la répression enfin, l'histoire de la Ouais. répression policière des mouvements ouvriers, c'est pas quelque chose qui fait partie du passé, c'est encore très actuel. Les Gilets jaunes peuvent en témoigner. Donc voilà, enfin voilà que les seuls qu'ils démissionnent, hein, s'ils veulent se revendiquer de la Oui. classe ouvrière. Alors après, très clairement, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a eu des appels faits aux centrales syndicales pour arrêter la syndicalisation des policiers. Et voilà, je trouve que c'est le minimum que l'on peut demander de syndicats. Euh, voilà, c'est, je Hmm. pense, une ligne importante à avoir, de la même façon que la critique des syndicats de personnel pénitentiaire. Pour moi, ils n'ont rien à faire dans les Ouais. luttes. Il faut rappeler le rôle qu'ils ont dans la répression des mouvements sociaux. Est-ce qu'on pourrait dire que de notre point de vue, un bon flic, c'est un flic qui démissionne? Oui. Ouais. Alors, moi, je voudrais aussi qu'on parle de la question du réformisme. Alors, comme j'ai dit, toi, tu es pour qu'on impose le mot d'ordre de l'abolition de la prison. Et dans ton livre, vous faites pas mal de critiques sur le réformisme qui sont très très intéressantes. Vous parlez même, parfois, c'est presque, on dirait, de la manière de calmer la colère. Euh, et donc c'est utilisé comme ça pour faire croire. C'est presque des reculs parfois parce qu'il y a des radicalités comme on le voit actuellement. Et on va dire ah on va réformer la police et tout. Et en même temps parfois j'ai l'impression dans certains textes qu'il y a quand même une compréhension stratégique sur le réformisme. Et c'est vrai que ça, par exemple, nous, ça serait peut-être des discussions qu'on aura plus longuement d'autres fois. Mais quand je prends le cas des quartiers et des gens chez qui, vers qui je vais militer, c'est vrai que parfois, même en ayant en tête la question de l'abolition de la police, j'ai l'impression que c'est plus efficace de ne pas parler directement d'abolition de la police, mais de le faire petit à petit à travers la discussion pour les gens, parce que la question d'abolition de la police, pour les gens, la police est tellement incrustée dans leur pensée, dans leur imaginaire, dans leur manière de concevoir le monde, que ça paraît tout de suite utopique et que presque on perd du sérieux. C'est-à-dire que parler directement d'abolition de la police vers certaines personnes, c'est ah, tu dis n'importe quoi et on perd d'intérêt. Et j'ai l'impression que parfois, par question de stratégie, c'est peut-être plus utile d'avoir des positions plus réformistes entre guillemets, mais peut-être que tu as un avis sur ça. Mm. Bah, euh, pour moi, la question, elle est celle de comment on convainc des gens. Et peut-être que les personnes dont tu parles, c'est les mêmes qui seraient choquées, ne te prendraient pas au sérieux si tu leur disais, bah voilà, je suis pour l'abolition du capitalisme. Ils vont Ouais, faire, mais quoi, comment, attends, il faut bien que j'ai un salaire, ouais. c'est n'importe quoi, etc. Donc là, je pense que c'est le travail de tout militant de comprendre où en est la personne et ce sur quoi c'est possible de jouer voilà, de là où se place la personne, en ayant quand même toujours, je pense, une forme de modestie, de se dire que soi-même, il y a eu sans doute beaucoup de gens pour voilà, nous tenir la main étape par étape pour qu'on en arrive à penser ce qu'on pense Mhm. aujourd'hui. Enfin, c'est très rare à un moment donné de voir la lumière et se dire ah bah ça y est, je suis anticapitaliste, anti ceci, anti cela. Il y a eu souvent bah, des graines, des étapes qui ont été franchies. Et bon, bah voilà, ça c'est le travail militant, le travail sur le terrain. Et puis aussi, ce que je peux ajouter, c'est que on peut contribuer à l'avancée
abolitionnistes, mais de la même façon qu'on peut contribuer à l'avancée des luttes antiracistes, décoloniales, etc. Alors sans forcément se revendiquer d'une étiquette ou de l'annoncer de cette manière-là. Et enfin, pour dire les choses autrement, euh, faire la critique de la police, contribuer à son affaiblissement, contribuer à ce que une critique plus radicale de la police soit entendue plus largement, ça passe pas forcément par le fait de revendiquer une étiquette abolitionniste. Mhm. L'étiquette abolitionniste, elle peut aussi, enfin, revendiquer une étiquette, c'est aussi lié bah, voilà, à une situation, à la maturité politique d'une situation. Alors, toi, si tu dis que dans les quartiers, dans les espaces dans lesquels tu évolues, tu penses que la situation, elle n'est pas mûre politiquement, bah, enfin voilà, moi, ok, je t'entends, Mhm. euh, mais ça ne veut pas dire pour autant, en tout cas de mon point de vue, qu'il faut renoncer en fait Bien sûr. sur la radicalité de l'analyse. Alors voilà, après, ça veut dire réfléchir tactiquement à qu'est-ce que l'on fait pour, à partir du sens commun, qui est quand même enfin, qui est très critique de la police, enfin, c'est quand même très rare de... Alors Mhm. voilà, les personnes, qu'elles soient dans les quartiers populaires, les classes populaires, etc., quand même rare d'entendre des gens dire la police, c'est formidable. Bon, Ouais, donc mais partir du sens commun que il y a un problème avec la hmm. police. Mais oui, justement, en fait, c'est ça un peu le paradoxe quand on travaille dans les quartiers, c'est qu'en même temps, ils n'ont pas une bonne image de la police, mais après, je pense qu'il faut aussi éviter parfois d'avoir une vision trop homogène des habitants de quartier. Et on l'a vu la dernière fois avec notre émission avec Ouria et les fachos, on centrait sur ça. Mais il y a aussi dans les quartiers des craintes qu'on pourrait juger légitimes, entre guillemets, je vais vraiment les guillemets, et par exemple des parents et tout inquiets de la violence dans les quartiers et qui pour eux, la police est nécessaire. Et c'est vrai que face à eux, parfois c'est compliqué. Et là, merci beaucoup pour le don. Fabien qui a fait un don de 10 euros. Et là, je relis un article. Alors, c'est l'article qui s'appelle Le réformisme n'est pas synonyme de libération, mais de contre-insurrection de Dylan Rodriguez. Et il dit un truc très juste qui dit la réforme constitue au mieux une tactique d'urgence ponctuelle dont les abolitionnistes usent avec une méfiance de principe. Et c'est vrai que moi, c'est des questions que je me pose et ce serait peut-être le truc dans lequel je me placerais, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'horizon de l'abolition de la police, mais parfois il y a des usages tactiques de réforme. Et sans parler des quartiers, c'est vrai que parfois il y avait des réformes qui me semblaient urgentes euh, parce que ça peut sauver des vies. On voit, il y avait des techniques d'arrestation de la police qui, même si ça ne va Les pas clés tout régler, d'étranglement. voilà, les clés d'étranglement qui me semblaient quand même nécessaires. C'était un combat nécessaire à mener, non? Alors, je vais te répondre en deux temps. Le premier temps, c'est que il faut dire clairement que pour certaines populations pauvres, et notamment issues de l'immigration, que ce soit en France ou aux États-Unis, le travail un emploi de policier ou de surveillant pénitentiaire, ça peut être une forme d'ascension sociale. Hein, comme Ouais, en France auparavant, ça l'a été pour les Corses. Hein, il y avait beaucoup de surveillants ouais. pénitentiaires qui étaient Corses, etc. Aux États-Unis, moi, c'est un effet paradoxal de Black Lives Matter, hein, mais je le vois à travers mes étudiants. Je suis dans une université publique où on a une forte proportion d'étudiants latinos. Et en fait, l'après Black Lives Matter, c'est qu'on a plus d'étudiants qui veulent devenir policiers et qui sont euh, vraiment dans cette logique d'ascension sociale. Euh, Or, la plupart, c'est ce qu'on appelle des premières générations d'étudiants, c'est-à-dire c'est les premiers de toute leur famille à accéder aux études supérieures. Certains sont arrivés très jeunes aux États-Unis, parfois avec des parcours extrêmement durs hein, de traverser du désert, etc. Et donc, pour eux, c'est vraiment une forme d'ascension sociale. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose à avoir à l'esprit lorsqu'on fait la critique de la police. Euh,
voilà, et de ce qu'elle peut représenter en fait socialement Hmm, là, au-delà de la boutade, des bien sûr. boutades qu'on pouvait avoir tout à l'heure sur oui un bon flic c'est un flic qui Oui, oui, démissionne, bien sûr. etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi voilà la question de l'ascension sociale, etc. Et elle est vraie aussi en France. On l'avait. Alors je disais les Corses, mais je pensais aussi aux Antillais. Ouais. Surveillants pénitentiaires, ça c'était Et le assez fait typique aussi. et on pourrait aussi parler de l'armée, le fait que l'armée recrute Oui. beaucoup d'hommes des quartiers populaires. Voilà, pour qui c'est une forme Merci d'ascension Fabien. sociale, une forme de distinction Ouais. aussi. Voilà, et moi j'entends ça parmi mes étudiants. Alors moi je dis enfin, voilà, très clairement que j'ai eu des proches incarcérés, etc. Donc les étudiants aussi parlent assez fréquemment de ça. Et j'ai beaucoup d'étudiants qui vont à la fois dire j'ai un cousin qui fait 20 ans, 40 ans de prison. Je viens de tel quartier. Alors, beaucoup de nos étudiants viennent du sud de la Californie, donc de Los Angeles, etc. Ils vont dire, moi, j'ai à la fois mon cousin, hein, mais par contre, moi, je veux être policier parce que voilà, je veux m'extraire du Ouais. quartier, etc. Donc, ça, enfin, voilà, je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Après, sur la question des réformes, c'est effectivement alors, une des stratégies abolitionnistes qui est de dire bah, il faut faire la distinction entre des réformes qui sont considérées comme donc, non réformistes et donc qui ont une portée abolitionniste et qui essentiellement vont viser à réduire le pouvoir de l'institution. Et donc, à ce titre-là, lutter contre bah, l'usage des clés d'étranglement, lutter contre l'armement policier, etc., ça fait sens. Et du coup, tu vois, ça en revient à la question que tu disais tout à l'heure. Bah, en fait, il n'y a pas forcément besoin de se dire abolitionniste pour contribuer à l'avancée d'idées abolitionnistes. Hmm. Et peut-être qu'il y a besoin de faire des alliances tout, voilà, sur des mots d'ordre ou des revendications qui sont effectivement en deçà de abolir, mais qui permettent en fait collectivement de renforcer l'analyse critique. Ça permet de populariser des luttes et puis ça permet quand même d'avancer dans le bon sens plutôt que de se perdre dans des oui, il faut des caméras, il faut des ceci, des Hmm. cela. Oui, c'est vrai qu'on pourrait prendre l'exemple en France du comité Adama et de cette notion de justice et vérité. D'ailleurs, il y a un article qui critique un peu cette vision-là euh, et qui avait des positions. Pardon. Tu parles de quel article? Alors, sur les victimes de violences policières, les familles. Alors, attends. Tac, 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 tac. Il n'y a pas un passage sur les sur les familles de violences policières? Alors, je vais regarder. Ok. Alors, faudrait que je le retrouve. Je vais peut-être le retrouver J'ai en. sans doute écrit quelque chose là-dessus. En fait, Mais alors, c'est pas une critique sur les familles des violences policières. oui, C'est voilà, plutôt une c'est ça, critique je sur. me disais, là, Voilà, ça me va. attends, on va refaire. C'est plutôt une critique sur un rapport critique sans critiquer les familles des violences policières parce que vous légitimez ce mouvement, mais je veux dire, c'est évident. Mais quand même, pointer les limites, voilà. On dirait plutôt pointer les limites de certains discours, notamment sur bah, justice, vérité, et ça revient à ce que tu as dit sur les procès, en fait. Et en même temps, et là, ça rejoint ce que tu as dit, c'est qu'en même temps, en ayant des postures un peu plus réformiste que abolition de la police, parce que c'est vrai que les familles de violences policières n'ont pas ce discours-là, elles ont quand même permis de populariser la question du rapport à la police, d'un discours contre l'institution policière. Euh, Moi, il reste moins de 20 minutes. Je voudrais parler d'un débat qui agite le champ politique français, c'est la question des VVS, des VSS, VVS Les ou violences VSS? à caractère sexuel. VSS, voilà. Et je voulais savoir le regard que tu as sur ça à partir des États-Unis, parce que c'est quelque chose euh, qui est très polémique en ce moment, enfin polémique, je dirais qui provoque beaucoup de discussions. Et j'ai l'impression que c'est là où on voit la difficulté. Alors, c'est pas du tout une critique parce qu'on a aussi ces difficultés d'un point de vue antiraciste entre des perspectives anticarcérales et la réalité, la difficulté quand on se confronte au réel. Par exemple, moi, c'est vrai qu'il y a un sujet qui est difficile, c'est que il y a certaines féministes qui ont adopté un discours anticarcéral, mais c'est vrai que certaines fois, quand on rencontre des femmes qui sont victimes de violences sexistes ou sexuelles,
Bah, la seule alternative qu'elles ont, elles, c'est la police. Et je veux dire, je vois pas comment on peut être critique d'une femme qui va, par exemple, aller au poste de police parce qu'elle a subi une violence, parce que c'est la seule alternative qu'elle a. Et en même temps aussi, j'ai l'impression que entre le discours anticarcéral et la réalité, bah, on voit qu'il y a quand même une frontière. Je sais pas si tu as ce sentiment-là. Mhm. Bon, alors là, tu me renvoies à un sujet sur lequel j'ai pas mal parlé parce que Ouais, c'était c'est l'objet vrai. d'un précédent livre. Du coup, je me permets, puisque C'est je vrai que je l'ai l'ai pas là. dit, je suis désolé. Non, non, mais c'est pas grave. Je sais pas si ça apparaît Oui, oui, euh, on le en voit. Pour elle miroir, toute. non? Ouais, ouais. Tu peux le remettre si tu veux un petit. Ok. Et voilà, on le voit bien. Pour Pour elle elle toute, toute, de femme Gwenola. contre la prison. Bon, ça fait un peu comme si j'avais tous mes livres avec moi, mais c'est le cas en fait. Mais c'est bien, il faut. Non, mais je suis à mon bureau, donc ça, j'ai ça sous la main. Mais bon, alors c'est vrai que ça, voilà, moi je suis à la fois féministe et abolitionniste, et c'est vrai que c'est souvent vécu et vu comme une forme de contradiction. Euh, Après, pour ce qui est des victimes, moi, j'ai tendance à dire que les victimes se défendent de la manière dont elles peuvent Ouais. et que pour moi, il n'est pas question en fait de faire une nouvelle injonction aux victimes qui serait, en plus d'être une bonne victime, une victime crédible, etc., bah, en plus d'être une victime abolitionniste et puis il faudrait suivre voilà, un code de bonne conduite qui consisterait à ne pas faire appel à la police. Pour moi, faire appel à la police ou ne pas faire appel à la police, c'est quand même très lié à des ressources individuelles, hein. On peut avoir beaucoup de ressources Mhm. individuelles, et je ne parle pas simplement de ressources financières, mais ça peut être aussi Des des réseaux. ressources, voilà, des ressources communautaires, même des ressources affectives, émotionnelles, qui font que ben, on va pouvoir se passer, finalement, avoir le luxe de se passer de recourir à la police. Et puis à l'inverse, on peut être extrêmement démuni. Alors je pense par exemple à des personnes qui seraient, imaginons hein, à l'extrême, des personnes sans papier, pour qui même d'aller à la police ou travailleuses du sexe, pour qui aller à la police, c'est leur faire prendre un risque. Si elles ont des proches qui sont déjà criminalisés, peut-être d'attirer l'attention sur ses proches, etc. Bon, du coup, pour Merci moi, l'exemple. faire ou pas appel à la police, c'est pas un test de pureté militante, Mhm. c'est plutôt une question bah, comment nous, collectivement, on crée des ressources pour ne pas avoir besoin de faire appel à la police et pour faire mieux collectivement que ce que fait la police et le système pénal. Parce qu'en vrai, le système pénal, il n'a pas grand-chose à offrir aux victimes de violences à caractère sexuel, mais de la même façon qu'il n'a pas grand-chose à offrir aux victimes du racisme. Mhm. Alors, enfin, faudrait peut-être en parler à part, mais à part, en fait, ce que fait le système pénal, alors là, on sait ce qu'on appelle les fonctions classiques de la peine. Ce qu'il fait, c'est de mettre à part un individu lorsqu'il punit hein, et que, par exemple, il envoie une personne en prison. Donc, c'est ce qu'on appelle la mise à l'écart, l'incapacitation d'un auteur. Donc, d'une certaine façon, il propose dans certains cas, et quand on parle des violences à caractère sexuel, c'est extrêmement rare, il propose en fait de mettre hors d'état de nuire pour un certain temps un auteur de Mhm. violence à caractère sexuel. Ce qu'il fait aussi, c'est soi-disant de la réhabilitation, de la réinsertion. Alors, on sait qu'il le fait extrêmement mal et que d'ailleurs, quand Mhm. on parle des violences à caractère sexuel, c'est les types de délits et de crimes pour lesquels la récidive se fait le plus souvent dans la même catégorie de Ouais, délit ou de crime. Donc, il n'y a d'accord. aucune amélioration en fait à attendre du passage par Par la la prison prison, ou ouais. le système pénal. Et puis, donc les victimes sont très souvent comment on dit ça, abusées en fait dans leurs attentes, hein. On leur dit que avec le procès, elles vont avoir de la reconnaissance. Alors elles l'ont pas toujours, elles n'ont pas toujours non plus la vérité. Et donc pour moi, bien plus que de se poser la question de est-ce qu'il faut faire appel à la police, etc. Qu'est-ce qu'une bonne victime doit faire pour pouvoir se Mhm. revendiquer anti-carcérale. Pour moi, il faut plutôt poser le regard ailleurs et de se dire, mais en fait, comment on construit
euh, de répondre collectivement aux besoins des victimes. Hein, ça me semble Mhm. plus intéressant de poser la question comme ça. Enfin, voilà, après, je dois dire que les débats, je les suis de loin et que j'ai très souvent l'impression que euh, on est dans, finalement, même lorsque parfois on veut se passer du système pénal, dans la reproduction, en fait, de jugement et que c'est pas parce que, enfin, pour dire les choses autrement, c'est pas parce qu'on ne recourt pas au système pénal que on abandonne en fait tout réflexe punitif, tout réflexe de sanction. Et pour moi, être abolitionniste, c'est remettre en question le recours à la punition, c'est dire la Mhm. punition, elle ne fonctionne pas, c'est pas de punition dont on a besoin. Et donc, voilà, j'ai souvent l'impression enfin voilà, euh, d'un d'un- d'un moment qui est un moment historiquement important, mais qui est un moment d'inachevé, de la même façon que MeToo était intéressant parce que il y avait une parole, il y avait une attention, mais on sait qu'il suffit pas de parler pour résoudre un problème, que voilà, il y a eu des formes Ouais. d'illusion avec MeToo, ah, il faut porter plainte, maintenant on se rend compte qu'il suffit pas de porter plainte. Donc pour moi, c'est voilà. Un accouchement douloureux. L'histoire est en train d'accoucher dans la douleur de manière de faire, mais alors au prix de beaucoup de désillusions et au prix aussi de la souffrance Mhm. aujourd'hui des victimes qui sont laissées dans l'illusion que le système pénal pourrait répondre à Mhm. leurs besoins. Et d'ailleurs, la question que que vont souvent se poser les gens, c'est ah d'accord, vous voulez abolir la police, vous voulez abolir la prison, bah, vous allez faire quoi à la place? Et ce que je trouve intéressant dans votre livre, c'est que déjà vous mettez des pistes d'analyse et des pistes d'action qui sont déjà en train d'être faites, mais surtout, et je trouve que c'est un point important, et notamment pour tout militant révolutionnaire, c'est que vous insistez sur le fait qu'il n'y a pas de réponse toute faite et que ça se fait Mm. en fait à travers l'action, à travers la lutte, en tâtonnant, en essayant de voir par-ci par-là, en faisant des expériences. C'est ça qui est important. Et de toute façon, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter, c'est que ça se fait à travers la lutte. Et même le changement des mentalités et tout. Et aussi un rappel important que vous faites, c'est que, mais en fait, l'institution policière, elle est récente. L'humanité a vécu la majorité de sa vie sans police. Mm. Et qu'on continue à vivre pour l'essentiel sans police, hein, qu'on résout des conflits sans cesse, des préjudices, des torts. Et je dis ça parce que ça fait écho à ce que tu pouvais dire un peu plus tôt. C'est vrai que souvent, les gens, lorsqu'on parle de abolir la police ou Merci d'abolir Marie. la prison, ils ont une impression de vide, de page blanche. Ouais. Il faut se dire au contraire que collectivement et même individuellement, il y a toute une richesse en fait d'expérience euh, sans police, sans prison. Alors, je dis ça pas pour dire que c'est forcément mieux, ne pas recourir à la police, c'est pas, voilà, si je pense aux violences à caractère sexuel, on est d'accord qu'il y a plein de formes de silenciation de ces violences, et je suis pas en train de dire, ah bah en fait, quand les pères violent leurs enfants et qu'il n'y a pas de plainte, c'est mieux que de recourir à la police. Je suis pas du tout en train Oui, de dire c'est ça. pas une culpabilisation de l'individu. Je veux dire, ça c'est un truc qu'on dit Non, souvent, c'est que l'individu s'en sort comme il peut avec ce qu'il a, mais c'est une critique politique. voilà. Et que euh, euh, alors, c'est vrai il y a souvent cette injonction à proposer des alternatives ici, maintenant. Ouais. Et bon, moi, j'essaie de rappeler que l'abolition, pour moi, elle se fait avec un projet révolutionnaire, que, il s'agit pas, enfin, il s'agit aussi de faire attention à une possibilité d'une abolition qui serait en fait du côté du pouvoir. En clair, on pourrait imaginer que l'enfermement disparaisse parce que Oui. ça heurte trop les standards démocratiques, les sensibilités collectives, et que voilà, les dispositifs technologiques de surveillance permettent de se passer de prison, hein, avec des bracelets qui Voilà, soient c'est ça. plus sophistiqués, etc. De la même façon, on peut penser une abolition de la police qui passerait par une montée en puissance, alors au-delà de ce qu'on connaît déjà, un des dispositifs de surveillance, etc. Hein, en clair, la police, c'est pas que des personnes en uniforme. Donc, il y a pour moi une vigilance à avoir là-dessus, que
En gros, il ne s'agit pas simplement hein, de répéter abolition, abolition, et puis que ce sera forcément un projet émancipateur. Mais il y a aussi pour moi la nécessité, euh, dans la construction d'un projet révolutionnaire, de revendiquer l'abolitionnisme pour revendiquer le fait que, il s'agit de prendre en charge de manière non punitive les préjudices, les torts qui existeront toujours tant qu'on vivra dans des Mm. sociétés humaines. Mm. Tant qu'il y aura des sociétés, il y aura des préjudices et il y aura des torts. Et Mm. donc, si on peut Oui. aspirer à construire une société égalitaire, qui remettent en cause voilà, des structures de domination qu'on a connues pendant des siècles. Évidemment qu'il faut aspirer à ça et qu'il y a toutes les raisons d'espérer qu'une société plus égalitaire soit une société dans laquelle les préjudices, les torts soient beaucoup moindres que ce que l'on connaît aujourd'hui. Mm. Mais il y aura toujours besoin de gérer ça. Et voilà, et ce à quoi moi et les abolitionnistes aspirons, c'est qu'on en finisse avec la punition, enfin voilà, avec toute à la fois sa cruauté et son Mm. inefficacité. Ouais, d'ailleurs, en fait, je pense que l'un des principaux obstacles des gens quand on leur dit abolition de la police, c'est qu'ils imaginent abolition de la police, de la prison et tout, dans la société actuelle. Et Mm. c'est évident, et on est les premiers à dire, bah non, c'est impossible. On ne peut pas actuellement abolir la police et garder tout le reste. Je veux dire, l'abolition de la police, de la prison et de la surveillance et tout, ça va nécessairement avec un autre type de société. C'est vraiment, je pense, l'obstacle Oui, ou de... alors si c'était aboli dans l'état actuel de la société, dans une société capitaliste, raciste, bah, ce qu'on aurait, c'est des formes de privatisation Ouais. de la police, hein, des mercenaires, etc. Enfin voilà, la même je ne sais pas Non, si je vous rigole savez, parce qu'il y mais a que... quelqu'un qui a Ah, mis Gwenola, ministre de l'Intérieur, avec des cœurs. C'est Sabrina Waz. Non, mais c'est ça. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs Jean-Marc Rouillant qu'on avait reçu et qui avait dit ça, qui lui avait le. Je crois qu'il avait le. Ah non, je crois qu'il l'avait plus, il était libéré. Mais qui parlait de ça. Il disait d'accord, on ferme des prisons, mais en fait, ceux qu'on met pas en prison, on les met avec des bracelets électroniques. Donc petit à petit, en mm, fait, on a une prison géante, quoi. C'est mm. les gens restent. Ah oui, moi ça fait longtemps que je suis convaincue que l'abolition de la prison ne sera pas le fait des abolitionnistes, hein, Ouais, que ce sera juste par rationalité ça économique que coûte la trop prison cher. disparaîtra. Ouais. Et Voilà. j'aurais une dernière question parce que tu dois partir dans 5 minutes. Mm. Là, on a vu dans les années, bah, il y a 2 ans, 2020, un grand mouvement mondial, on va dire quasiment. Allez, non, parce on va arrêter d'être focalisé. En gros, ce qui se passe en J'ai Europe et aux peur, États-Unis, c'est de le quel monde. mouvement tu vas me Non, non, parler? mais par exemple, il y a eu beaucoup de mouvements anti-police aux États-Unis. Il y en a eu en France avec le comité Adama. Il y en a eu même en Suisse, pardon. Il y en a eu en Belgique. Donc on voit qu'il y a en Europe et aux États-Unis, donc pas dans le monde, mais moi ce que je connais en Europe et aux États-Unis, des Il y a eu mouvements au Nigeria au aussi. Nigeria. Après, oui, des mouvements anti-police, ou en tout cas qui ont questionné le rapport à la police, les interventions Mm. policières et tout, et c'était porté majoritairement par des jeunes. Est-ce que tu es plutôt optimiste sur ces mouvements-là, ou tu as plutôt peur que ce soit juste un épisode et que ça Mm. redescende vite? Alors, je ne le dirais pas comme ça. Je dirais bon, que il y a quelque chose qui est positif, c'est quand même que il y a une avancée des idées abolitionnistes. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de la jeune génération qui a découvert ces idées-là, qui s'en sont emparés, que ça a obligé aussi l'abolitionnisme à avancer d'un point de vue théorique. Ouais. Alors là, ça renvoie plutôt à la question de l'histoire en fait des mouvements abolitionnistes, qui étaient quand même assez enfin, qui se sont assez peu intéressés à la question de la police, qui sont toujours beaucoup plus centrés sur la question de la prison. Et ce qui, à mon sens, est lié au fait que très longtemps, les mouvements abolitionnistes ont été des mouvements plutôt de blancs, d'universitaires, etc. Alors très liés aussi à des mouvements euh, pour l'amélioration des prisons, etc. Donc il y a des traditions politiques qui, à mon avis, se sont rencontrées. Voilà, une tradition abolitionniste et voilà, une Black Lives Matter qui a voilà, une autre histoire. Et donc, ce tissage-là me semble extrêmement intéressant, voilà, enfin, euh, intéressant pour le futur. Après, j'ai forcément
un pessimisme et peut-être une forme enfin, et de crainte, pour dire les choses clairement, parce qu'on voit aussi des formes de récupération, Mm. des formes aussi de mainstreamisation, c'est-à-dire de manière de rendre un abolitionnisme qui deviendrait quelque chose de totalement acceptable dans la matrice libérale, et donc de finalement quelque chose qui ressemblerait à du définancement de la Mhm. police. Et puis, plus grave encore, et j'ai l'impression que ça touche pas encore la France, une forme d'abolitionnisme qui serait plutôt de l'ordre du développement personnel, mais comme on a pu le voir avec aussi l'antiracisme ou le féminisme, Mhm. donc un abolitionnisme qui devient une manière en fait euh, de régler ces conflits. Sans recourir, enfin, de savoir désescalader dans les conflits, d'être voilà, dans sa vie quotidienne un bon abolitionniste. Je dis ça parce que Patrice Cullors, donc, qui est une des figures de Black Lives Matter, a publié un livre sur l'abolitionnisme. Et en fait, ce qu'elle propose, c'est 12 étapes. Donc ça fait référence en fait aux 12 étapes des alcooliques anonymes. Il y a beaucoup de 12 étapes, de choses qui se passent en 12 étapes aux États-Unis où le mouvement alcoolique anonyme Mhm. est très populaire. Et les 12 étapes qu'elle propose, c'est des étapes de développement personnel, en fait, pour devenir un meilleur soi-même qui coche alors beaucoup d'autres cases, hein, de pas être raciste, de pas être sexiste, etc., mais qui soit aussi abolitionniste et donc qui soit pas dans un rapport punitif à la vie, etc. Alors bon, très bien, moi je dis pas qu'il faut se comporter comme la pire des merdes et être totalement inconséquent, mais pour moi l'abolitionnisme c'est un projet d'émancipation, c'est un projet collectif, c'est pas un code de bonne conduite à l'échelle individuelle. Et ça, évidemment, que ça me fait très peur parce que je vois tous les ingrédients réunis pour que l'abolitionnisme puisse tomber là-dedans, de la même façon que le féminisme est tombé voilà, dans sa version libérale, individuelle, de développement personnel, et puis il faut se déconstruire, etc. Ouais. Puis voilà, on se déconstruit individuellement, et puis pendant ce temps-là, le patriarcat continue. Voilà. Alors, Non, mais alors, je suis à 1 minute de vas-y. devoir vous laisser. Je te Alors, laisse. Vas-y, vas-y, je te laisse. Merci Non, beaucoup. non, 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 mais Merci, j'ai Gwenola. quand même 30 secondes Non, mais pour te ouais. remercier, remercier tout le monde. Et puis, j'espère pas vous laisser quand même au Non, milieu de... t'inquiète. Et je vais préciser pour police vérité. Je vais préciser, j'ai retrouvé la page et redire ton propos parce que j'ai peur que les gens. Oui, me Je fais me suis pas mal dire exprimé. ce Oui, que oui, bien sûr. Non, non, mais en plus, j'ai... j'ai le truc, je l'avais souligné et tout. Donc, je vais le lire comme ça va être clair pour les gens. Merci beaucoup à toi, Gwenola. Je vais Ça continuer, je marche. pense, une quinzaine de minutes pour parler du livre. Et bah, à très bientôt. Et c'était un plaisir de t'avoir. Merci à toi et puis merci à tous ceux qui étaient là sur Twitch. À bientôt. Salut, Ciao. salut.